Pour ce dernier épisode de la thématique consacrée aux grandes femmes d'État, on va parler sans doute de la plus grande femme d'État que la France ait jamais connue, et je pèse mes mots, Blanche de Castille. Blanche de Castille, c'est d'abord une reine de France, épouse de Louis VIII, mais c'est aussi et surtout la mère de Louis IX et donc du futur Saint-Louis. Et je n'hésite pas à dire que c'est elle qui a forgé Saint-Louis, c'est elle qui a pris celui qui n'était que Louis IX et en a fait un saint, le seul roi de France à avoir été canonisé. Et en plus de ça, comme si c'était pas encore suffisant, elle a été une régente incroyable, solide, intelligente, qui a préservé et perpétué l'œuvre capétienne. Comme souvent en période de régence, les grands féodaux se sont révoltés et comme souvent, il a fallu une grande femme pour les mater et canaliser la rébellion. Et autant vous dire qu'avec Blanche de Castille, ils sont plutôt mal tombés. Et d'ailleurs, quand son fils Saint-Louis partira pour la croisade, c'est de nouveau à sa mère qu'il confiera le royaume. Bref, elle a laissé une trace indélébile dans l'histoire de France et on va y revenir en détail maintenant. Blanche de Castille, c'est avant tout la fille d'Alphonse VIII de Castille et d'Aliénor d'Angleterre. Donc déjà, elle est à moitié rose beef, ça commence mal. Elle naît en 1188, en Espagne donc, et c'est en 1200 qu'elle est choisie, suite au traité du Goulet, pour épouser le fils héritier du roi de France Philippe Auguste, à la personne de Louis VIII. Toujours du mal avec Louis VIII. Elle a alors 12 ans, et la légende raconte qu'à la base, c'était sa sœur qui devait être choisie, mais le problème c'est qu'elle s'appelait Urraca, ce qui veut dire la pille en français. Terrible. Donc si tu veux, c'est pas incroyable comme nom et c'est pourquoi il y aurait préféré l'autre fille du roi de Castille qui répondait au doux nom de Blanca, Blanche. J'avoue, ça passe mieux. Enfin, ça passait mieux à l'époque, parce qu'aujourd'hui, pas sûr que le fait de s'appeler Blanche soit bien vu. Moi, je dis que d'office, dès la naissance, tu finis à la 17e chambre correctionnelle. Bref, Blanche épouse donc le futur Louis VIII en 1200 et le mariage a lieu en Normandie. Pourquoi en Normandie? Eh bien, parce qu'à l'époque, le domaine royal avait été frappé d'interdit par le pape. Déjà, rien que ça, je trouve ça stylé. Enfin, c'est pas stylé en soi, c'est mal, mais bon, c'est bien représentatif de la lourde histoire des rois de France, quoi. Ça vaut une condamnation par le CSA. Avec ce mariage, elle apportera en dot une grande partie du Berry. Voilà, c'était aussi à préciser. Elle se révélera aussi très vite en tant qu'épouse dévouée, en lui donnant de nombreux enfants, mais aussi en soutenant son mari dans sa tentative ratée de s'emparer du trône d'Angleterre. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de cette histoire, le débarquement du futur Louis VIII en Angleterre. Donc si ça vous intéresse, il y a un épisode de la petite histoire sur le sujet. À la mort de Philippe Auguste, elle devient reine de France en 1223, mais malheureusement, Louis VIII meurt seulement 3 ans plus tard de dysenterie en 1226. Son fils, l'héritier, le petit Louis, n'a alors que 12 ans et c'est Blanche qui, selon les volontés de son défunt mari, est chargée d'assurer la régence, ce qu'elle va faire avec brio. La première décision d'importance qu'elle prend, c'est d'aller faire sacrer son fils à Reims dans les plus brefs délais afin de le faire reconnaître comme le véritable roi de France légitime, et ce alors que la cathédrale est encore en chantier. Ensuite, il va être question pour elle à la fois d'assurer l'éducation du jeune roi, ce qu'elle ne fait pas directement elle-même dans un premier temps, ça revient donc à bien l'entourer, mais surtout, elle va devoir faire face à la révolte des barons et des grands du royaume. Car en France, qui dit régence dit trouble et révolte, les barons se soulèvent contre l'autorité de la régente et du jeune roi, puis les grands seigneurs, et Blanche de Castille va parvenir à les mater avec fermeté et intelligence. Pour ce faire, elle va rallier à elle le plus puissant des révoltés, le comte de Champagne, qui est secrètement amoureux d'elle au passage, parce qu'elle est très jolie, je ne l'ai pas précisé, eh bien elle va jouer de tout ça pour le retourner et faire ensuite rentrer tout le monde dans leur rang. Elle est une femme de caractère, d'une habileté politique rare, et c'est ainsi qu'elle parvient à négocier et à canaliser les révoltés. C'est elle aussi qui, retranchée avec son fils dans la forteresse de Montlhéry, alerte la population de Paris du danger que court le jeune roi, et la population, très attachée à Blanche comme au roi, viendra en masse l'escorter jusqu'à Paris. En 1229, les insurgés sont définitivement défaits par l'armée royale et tout rentre plus ou moins dans l'ordre. Blanche peut alors se consacrer pleinement à l'instruction politique et spirituelle du roi et à la régence. Concernant le roi, je l'ai dit, c'est elle qui va en faire un saint car elle est d'une très grande piété et elle va veiller à ce qu'il en soit de même pour son fils. On peut dire que sur ce plan-là,
plutôt bien fonctionné. Une anecdote rapporte d'ailleurs que Blanche aurait dit préférer voir son fils mourir plutôt que de commettre un seul péché mortel. Ça peut paraître extrême aujourd'hui, mais dans sa logique et dans la logique croyante de l'époque, ça se tient, puisque là, on parle d'une question de vie ou de mort éternelle, quoi. Elle participe donc cette fois pleinement à son éducation de roi et à son éducation de chrétien. Et elle forge le futur Saint Louis mieux que personne. Mais dans le même temps, elle assure aussi la régence d'une main de maître. En plus d'avoir maté la révolte des Grands et donc protégé la couronne, elle signe de nombreux traités très avantageux pour le royaume. Par exemple, le traité de Meaux en 1229 qu'elle signe avec le comte de Toulouse et qui lui permet d'obtenir la partie orientale du Languedoc, puis avec des alliances matrimoniales très habiles, elle récupère tout le reste du Languedoc. Allez hop, ça c'est plié, d'autant que c'est un rattachement très important, le Languedoc, parce que pour la première fois dans l'histoire, le domaine royal se forge un accès à la Méditerranée. Et elle fait tout cela, je ne l'ai pas précisé, mais elle le fait en subissant de part et d'autre d'immondes calomnies à son égard, des attaques, des rumeurs sur sa vertu, et tout cela ne la perturbe absolument pas, preuve de son incroyable caractère. Bref, elle assure parfaitement cette régence, préservant et perpétuant l'œuvre capétienne, et croyez-moi, la tâche était immense. Lorsque Louis atteint l'âge de 20 ans, elle lui trouve une femme, ça aussi ça fait partie de sa mission, c'est Marguerite de Provence qu'elle choisit. Elle organise ce mariage très intéressant d'un point de vue politique et territorial. Sauf que, et c'était très rare à l'époque, Louis et Marguerite vont tomber fous amoureux. Et ça va se transformer en mariage d'amour, et Blanche va être petit à petit éclipsée par la reine. Elle n'est désormais plus que la reine-mère, elle le vit plutôt mal, elle montre souvent beaucoup d'hostilité à l'égard de Marguerite. Saint-Louis sera obligé de composer avec ça, même pour aller rendre des petites visites nocturnes à sa femme. Il y avait tout un système de couloirs secrets, il y avait même un chien qui faisait le guet pour éviter que Blanche de Castille débarque avec son fouet, quoi. Franchement, ça devait être sympa. Malgré tout, elle gardera de l'influence car elle reste bien entendu dans l'entourage du roi et lui fournit de précieux conseils. C'est d'ailleurs à elle que Saint-Louis confie à nouveau la régence du royaume lorsqu'il part pour la croisade en 1248. Il ne le sait pas, mais il ne reverra jamais sa mère, puisqu'elle meurt en 1252, alors que Saint-Louis est encore à la croisade, et il fera d'ailleurs tout son possible pour revenir au plus vite. Pour lui, comme pour le royaume de France, la mort de Blanche de Castille est une perte immense, et grâce à cet épisode, je l'espère, vous aurez compris pourquoi. Parce qu'elle a protégé son fils pendant sa minorité, l'a instruit en roi très chrétien, en catholique pieux, parce qu'elle a géré le royaume avec habileté, fermeté et intelligence pendant la régence, le protégeant de l'appétit des seigneurs. Et aussi, je l'ai dit, parce qu'elle a perpétué l'héritage capétien et forgé celui qui deviendra, après sa mort, Saint Louis, le seul roi de France à avoir été canonisé. Merci pour votre attention, j'espère que cette thématique des grandes femmes d'État vous a plu. Bon, maintenant ça suffit avec les gonzesses, je pense que je suis tranquille pour au moins 1 an, facile. La semaine prochaine, on se retrouve avec une nouvelle thématique, donc 4 épisodes qui seront cette fois consacrés aux grands ministres de l'histoire de France. Et je parle de grands ministres au sens Richelieu, hein, pas dans le sens Castaner, on s'est compris. Merci, à bientôt.